qu'on s'est vu, il n'y a pas très longtemps, c'était... alors déjà, je vais me mettre en partage l'intégralité de mon écran. Voilà. Donc, je mets en partage d'écran. Alors, souvenez-vous que vendredi dernier, on en était resté à la présentation de la méthode de Newton appliquée à des systèmes non linéaires. Et je vous avais donc demandé de travailler sur un exercice relativement de prime abord simple, qui est celui des échelles. Voilà, l'exercice 5 que vous avez ici devant sûrement l'écran. Donc, dans lequel on considérait donc deux échelles de longueur respective 3 mètres et 4 mètres disposées selon le schéma ci-dessous. Et on vous demande donc, donc on a une échelle de 3 mètres, une seconde de 4 mètres, elles sont croisées, elles reposent bien sûr sur deux murs, et le point de croisement, on mesure la hauteur du point de croisement à partir du sol, et on a donc en fin de compte trois informations, les deux longueurs d'échelle et la hauteur du point de croisement. Et à partir de là, on vous demande de calculer la distance qui sépare les deux murs. Voilà. Est-ce que vous avez réussi à faire cet exercice? Ou est-ce que vous avez eu du mal à le faire, ou est-ce que vous n'avez pas pu le faire du tout? Dites-moi un peu comment vous avez abordé, qu'est-ce que vous avez pensé de cet exercice? Je vous écoute. Qui l'a fait? Bah, moi, monsieur, j'ai commencé, mais j'ai eu du mal. Alors, Ouais, monsieur. oui. En fait, c'est surtout la partie trouver les deux premières enfin les équations inconnues. C'est ça, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Oui, moi aussi, j'ai eu du mal, mais après j'ai vu qu'il y avait juste en dessous la correction. Oui. Est-ce que vous avez compris la correction? Ah, j'ai même pas vu. Non, bah, il y a une partie que j'ai pas compris, c'est quand on écrit 1 sur H2 égale X sur X plus Y. Très bien. Je sais que c'est Thalès, mais je vois pas. Voilà, exactement. C'est Thalès. OK. Alors, on va donc procéder à la correction de cet exercice-là, et vous avez tous bien compris que nous allons utiliser Thalès et Pythagore pour pouvoir le mettre en équation. D'accord? Alors, Thalès. Thalès, je vais vous faire un petit rappel, c'est pas compliqué, c'est quelque chose que vous avez déjà vu maintes et maintes fois à l'école. C'est quoi Thalès? Alors, je reprends un petit peu le principe de Thalès. C'est, voilà, j'ai des droites qui sont des droites parallèles. Voilà. Là, j'ai trois droites ici qui sont des droites parallèles. Et je vais nommer ces points-là d'intersection. Donc, celui-ci, je vais l'appeler A. Celui-ci, je vais l'appeler A'. Celui-ci, je vais l'appeler B. Celui-ci, je vais l'appeler B'. Voilà. Et enfin, celui-là, je vais l'appeler C. Et celui-ci, je vais l'appeler C'. Alors, donc Thalès, qu'est-ce qu'il nous dit? Le fameux mathématicien grec. Il nous dit tout simplement que j'ai une égalité de rapport. C'est-à-dire que AB, la distance AB ici, divisé par AC, elle est égale à la distance A' B' divisé par la distance A'C', A'C', et tout ça, c'est égal à BB' que divise CC'. B,
P', que divise CC'. C'. Voilà ce que nous dit Thalès. D'accord? Comment maintenant je vais appliquer ces propriétés-là de Thalès à notre problème? Ben, il suffit de regarder le problème. Le problème, c'est quoi qu'est-ce qu'on a ici? On a un premier triangle ici qui a pour hypoténuse 3 mètres, une base que l'on ne connaît pas, et ici une hauteur H1. Et on a pareil avec la deuxième échelle, on a une hypoténuse de 4 mètres, une base qu'on ne connaît pas, puisque c'est notre inconnu, et bien sûr ici une hauteur H2. D'accord? Donc, si maintenant je veux appliquer Thalès, en me focalisant déjà sur le premier triangle que j'ai ici. D'accord? Celui que je suis en train de vous montrer avec le curseur de ma souris. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais pouvoir dire que, donc, si je regarde ce que je vous ai mis dans le corrigé, je vais pouvoir dire que Y, donc, qui représente donc ces distances-là, divisé par X plus Y, c'est-à-dire cette distance-ci, d'accord? Ben, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à 1 divisé par H1. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ben, j'ai tout simplement appliqué Thalès. J'ai dit que cette distance-là divisée par cette distance-là, c'est égal à cette distance-là divisée par cette distance-là. Voilà. Donc ça me permet d'écrire ma première équation qui est ici. Après, qu'est-ce que je fais? Ben après, j'applique Pythagore. Pythagore me dit que lorsque j'ai affaire à un triangle rectangle, ben j'ai l'hypoténuse au carré qui est égale à x plus y au carré plus h1 au carré. Or, je sais que h1, c'est x plus y divisé par y. Donc ici, je l'élève au carré. Plus x plus y au carré égale à l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire 3 au carré, c'est-à-dire 9. Je me retrouve donc avec x plus y au carré que multiplie 1 plus y carré égale à 9y carré. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde ou pas? Oui. Monsieur, reprenez s'il vous plaît. La première, est-ce que d'abord la première équation issue de Thalès est claire? Oui. Très bien. La deuxième équation issue de Pythagore, est-ce qu'elle est claire? C'est là où je me suis perdu, je crois. C'est là où vous êtes perdu? Oui. Alors. J'ai pas suivi en fait. J'ai pas vu ce que vous avez fait en haut. Ok. Alors, je vais prendre. Voilà. Là, je suis en train de passer en rouge le triangle sur lequel je travaille. D'accord? Il a une hypoténuse qui vaut combien? Ok, 3. Ok, je viens de comprendre. Ok, donc ça fait 3 au carré qui est égal à H1 carré plus X plus Y au carré. C'est uniquement ça. Et vous voyez que X plus Y au carré plus H1 au carré, puisque 1 sur H1 c'est Y sur X plus Y, donc H1 c'est X plus Y divisé par Y. Ça, c'est voilà, c'est égal à 9, tout simplement. Après, qu'est-ce que je fais? Je mets tout simplement X plus Y ici en facteur. D'accord?
x plus y au carré en facteur. Facteur de quoi? Facteur de 1 plus y carré, c'est égal à 9y au carré. Est-ce que vous voyez comment je suis passé de là à là? Oui. Oui. Ben voilà. Donc, ça veut dire que j'ai déjà une première équation ici. Qu'est-ce qui me manque maintenant? Ben maintenant, je vais faire exactement la même chose avec cette fois-ci le deuxième triangle, avec le deuxième triangle que j'ai, qui a pour hypoténuse 4. Alors, je vais juste effacer ça. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, si je le fais avec le deuxième triangle, ben, le deuxième triangle, il est là. C'est celui-ci. Et celui-là, c'est pareil. Si j'applique Thalès, Thalès me dit quoi? Il me dit que x divisé par x plus y, ben, c'est égal à 1 divisé par h2. Voilà la première équation. 1 divisé par h2, c'est égal à x divisé par x plus y. La deuxième équation, c'est Pythagore. 4 au carré, c'est égal à h2 ici au carré, plus x plus y au carré. C'est la deuxième équation que j'ai ici. D'où je ressors x plus y au carré, facteur de 1 plus x carré, égale à 16x au carré. Monsieur, Donc là, vous avez la deuxième équation. Oui, je vous écoute. excusez-moi, comment vous arrivez à trouver directement cette forme factorielle-là? Je n'ai pas compris, s'il vous plaît. Comment je passe de ça à ça? Exactement. Même pour le premier cas, je n'ai pas compris. OK. Alors, donc ici, vous avez x plus y. Alors, on va l'écrire là. X plus y au carré divisé par y carré. D'accord? Plus quoi? Plus x plus y au carré, que je vais multiplier aussi par y carré en haut et en bas pour avoir le même dénominateur. Donc, je vais avoir ici y carré, y carré. Et là, je vais avoir x plus y au carré, x plus y au carré. Et en dessous, j'ai rien du tout, égale à 9. Ce y carré, ben, je le fais passer de ce côté. Qu'est-ce qui va me rester? X plus y au carré plus y carré facteur de x plus y au carré. Et je mets x plus y au carré en facteur. Et il va donc rester x plus y au carré facteur de 1 plus y carré égale à 9y carré. C'est clair ou pas? C'est pas clair? C'est pas clair, c'est pas clair. C'est bon, monsieur, c'est pas clair, du tout pas. Moi, je n'ai pas compris. Là, cette équation-là, vous êtes d'accord que je peux la réécrire comme ça ou pas? Je suis d'accord, monsieur, je suis d'accord. Très bien. Alors, si vous êtes d'accord, le y carré que vous avez ici au dénominateur, lui, je le fais passer de ce côté. Donc, je me retrouve avec x plus y au carré plus y carré facteur de x
plus y Y au carré carré. égale à 9y carré. Oui ou non? Oui. Très bien. Donc ici, qu'est-ce que je fais maintenant? Je mets x plus y au carré, je le mets en facteur. Là. Et x plus y au carré. Facteur de quoi? De 1 plus quoi? Plus y carré. Et tout ça, c'est égal à 9y carré. Ok. Nice. Là, honnêtement, je suis étonné que vous me posez cette question. Vous ne comprenez pas comment je suis passé de ce calcul à ce calcul. Est-ce que maintenant c'est plus clair pour vous? Oui. Bon. Ben, on a fait pareil avec le deuxième ici. X plus y sur x, le tout au carré, plus x plus y égale à 16. Ben, on a mis pareil. On a ici du x carré. On a multiplié ici par x carré en haut et en bas. On a fait passer le x carré de l'autre côté. Et ensuite, on a mis x plus y au carré en facteur. Est-ce que vous voulez que je vous détaille même celui-ci? Ou c'est clair? Bon, ça va. C'est bon? Très bien. On a donc maintenant quoi? On a donc deux équations. Donc, je fais passer le 9y au carré de ce côté, le 16x au carré de ce côté. On a donc ici deux équations. Une première que j'appelle f de x et y. Une deuxième que j'appelle g de x et de y. Et il faut donc trouver le couple de points x, y, x, y, de telle sorte à ce que f de x, y soit égal à 0 et g de x, y soit égal à 0. Voilà la mise en équation du problème. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas fait d'analyse numérique. On a fait tout simplement une mise en équation standard. On a un problème et on l'a mis en équation. Est-ce que cette première partie-là, c'est OK pour tout le monde? Oui. Oui. Oui, monsieur. Bon. Alors maintenant que j'ai mis le problème en équation, ben, il faut bien le résoudre. Quel couple de points x, y vérifie ces deux équations? Si j'arrive à le trouver, ce couple de points qui vérifie ces deux équations, ben, ça veut dire que tout simplement, j'aurais trouvé x, j'aurais trouvé y, et donc j'aurais trouvé la distance qui sépare les deux murs. Et qui serait quoi? Ben, qui serait tout simplement x plus y. Donc maintenant, c'est là maintenant que on va se dire, voilà, j'ai un système de deux équations à deux inconnus, bien sûr, sauf que ce système-là n'est pas un système linéaire. C'est-à-dire que je ne peux pas le résoudre avec la méthode que vous avez tous appris et qui consiste à éliminer une inconnue pour trouver une autre et ensuite à trouver celle que j'ai éliminée. Cette méthode que vous avez tous appris à l'école et qui s'appelle la méthode du pivot de Gauss, vous ne pouvez pas l'appliquer à ce système. Parce que ce système n'est pas linéaire. Vous avez compris tout ça ou pas? Oui. Oui. Bon. Donc Oui. maintenant que je suis vous êtes en première année du cycle d'ingénieur, vous devez maintenant savoir aussi résoudre des systèmes qui ne sont pas linéaires. Et comment je vais résoudre des systèmes qui ne sont pas linéaires? Ben, c'était l'objet du cours de vendredi dernier, où je vous ai expliqué comment
on va utiliser la méthode de Newton pour résoudre ce type de système. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur la méthode? Oui, 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 oui. Vous voulez qu'on revienne sur la méthode? Oui, monsieur. Oui. C'est-à-dire que ce que j'ai dit vendredi, vous ne l'avez pas compris? Je peux vous revenir sur la méthode, s'il vous plaît. Alors, donc qu'est-ce qu'on a dit vendredi? Vendredi, on a attaqué l'application de la méthode de Newton à la résolution de systèmes non linéaires. Donc on a dit, voilà, quand j'ai affaire à un système qui est non linéaire, c'est-à-dire comme celui que je suis en train d'entourer là avec mon stylo, voilà, ben ce système-là, il va falloir trouver une méthode pour le résoudre. Donc la première des choses à faire, c'est d'abord de réécrire ce système-là. S'il vous plaît, ceux qui prièrent d'éteindre votre micro pour ceux qui ne parlent pas. Donc, quand vous avez un système qui est non linéaire, la première des choses à faire, c'est de le réécrire sous forme de fonction. Donc ici, j'ai une équation, deux équations, trois équations. Là, ça veut dire que j'ai affaire ici à trois fonctions, f1, f2, f3, et je dois donc trouver le triplet, parce qu'ici j'ai affaire à un système en 3 dimensions, je dois donc trouver le triplet de points x, y, z, de telle sorte à ce que f1 de x, y, z soit égal à 0, f2 de x, y, z soit égal à 0, et f3 de x, y, z soit égal à 0. Comment je vais faire ça? Ben, je vais justement appliquer la méthode de Newton. Alors, en quoi elle consiste, la méthode de Newton? La méthode de Newton consiste à dire, voilà, je vais dans un premier temps démarrer avec une solution approximative de mon problème. Donc, solution approximative initiale, qu'on appelle ici le vecteur x indice 0. Donc, ce x indice 0, c'est quoi? C'est tout simplement un vecteur qui contient 3 composantes qui sont des solutions approximatives de mon problème. C'est-à-dire des solutions qui ne résolvent pas mon système. C'est un point de départ. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va rechercher un vecteur de déplacement que j'appelle grand H, ou qu'on peut appeler, même à la limite, pour que les choses soient claires, on peut l'appeler petit h 0 ici. Voilà. Tel que f indice 1 de x indice 0 plus h indice 0 soit proche de 0. F indice 2 de x0 plus h de 0 soit proche de 0. Et pareil pour f indice 3. Voilà. Alors, comment je vais faire ça? Ben, je vais tout simplement appliquer un principe qui est celui d'un développement. Monsieur, oui. juste, excusez-moi de vous interrompre, juste, c'est cette partie-là que moi, j'ai pas vraiment compris. C'est que là, on définit un vecteur H0, et ça veut dire que si on somme les deux vecteurs et qu'on le remplace dans la fonction, on va se rapprocher de 0. Et ça, c'est la solution. Exact. Non, ça veut dire qu'au fait, au départ, je pars d'un vecteur x indice 0, qui est une solution approximative, et quand je vais lui rajouter h0, elle va être un peu plus précise. Et pourquoi on le rajoute? C'est pas suffisant, l'approximation de x0? Non, parce que celui de x0, elle est très très grossière. Ah, ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Je l'affine. D'accord. Et ce que j'ai obtenu n'est toujours pas précis, je continue à l'affiner. Ah, je rajoute autre chose. Voilà. Merci. Et je rajoute, jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose qui devient précis.
Et tout le problème, c'est qu'est-ce que je rajoute? Et c'est ça, et c'est là que la méthode de Newton nous dit, voilà, ben, ce qu'il faut rajouter, c'est le point. Alors, pourquoi est-ce qu'ici, maintenant, voilà, je vais partir de x0, ça veut dire que j'ai 0 qui n'est pas égal à 0, et je vais lui rechercher un vecteur h0 que je vais lui rajouter pour qu'en fin de compte, f indice 1 de x0 plus h0, lui, soit proche de 0. D'accord? Or, je sais que f indice 1 de x0 plus h0, ici, je peux l'écrire comme étant égal à f indice 1 de x0 plus le transposé de h0 que multiplie le gradient de ma fonction en x0. Et je vais faire pareil avec les autres fonctions. Donc ici, voilà, je vais l'appeler h0 pour que la notation soit claire pour tout le monde. Voilà. Donc ici, je suis parti de quelque chose d'approximatif et j'ai recherché un rajout pour avoir quelque chose de plus précis. Donc, comment je vais trouver ce rajout-là, que j'appelle H0, que j'appelle un déplacement? Ben, je vais d'abord réécrire mes trois équations ici avec une écriture qu'on appelle une écriture matricielle. Alors, après, c'est une question de notation. Est-ce que vous comprenez comment je passe de ces trois équations-ci à l'écriture matricielle que j'ai ici? Oui. Parce que vendredi, vous m'avez dit oui aussi. Est-ce que c'est un oui sûr et certain? Non, non, c'est pas un sûr et certain. Ah, voilà. Alors, c'est pour ça que quand je vous pose la question, il faut que vous me disiez ce que vous pensez. Voilà. Cette écriture que vous avez ici, elle est rigoureusement identique à celle que vous avez là. Comment je le sais? Comment je le vois? Ben, il me suffit tout simplement de développer cette écriture matricielle et vous verrez que je retombe sur celle-là. Alors, comment je vais faire? Est-ce que déjà, parce que peut-être que le problème, il vient. D'ailleurs, est-ce que déjà, vous savez, alors, peut-être que le problème vient d'ici, au fait. Est-ce que déjà, vous savez faire ce qu'on appelle un produit matriciel? Voilà, voilà la question que je vous pose. Ouais, quand même, ouais. Oui, donc ça veut dire que quand j'ai affaire à un vecteur ligne, comme ça, que multiplie une matrice. Voilà, je prends une matrice comme ça. D'accord. Est-ce que vous savez faire ce produit? Comment je fais ce produit matriciel? Qu'est-ce que vous avez? Ligne fois colonne. Alors, comment? Ligne fois colonne. Non, c'est pas des lignes fois colonne. Pas du tout. En Ah, si, fait, monsieur. on va prendre le premier point qu'on va multiplier par Attends, la. on va faire On prend le premier point de la première ligne, enfin de la ligne, voilà. Et ça, on fait le produit 1 fois 1 plus 1 fois 1 attendez, plus ça, 1 fois 1. alors ça c'est pas des 1, c'est juste j'ai mis des tirés comme ça. Ah, des tirés, ok. OK, alors Donc le premier tiré, alors on va faire ce que l'on appelle, parce que j'aimerais bien que vous employiez un vocabulaire qui soit précis. On va faire ce que l'on appelle des produits scalaires. Voilà, on va faire ce qu'on appelle des produits scalaires. D'accord? Donc ici, j'ai une matrice, j'ai la colonne 1, j'ai la colonne 2 et j'ai la colonne 3. Ici, j'ai un vecteur
qu'on peut aussi voir comme une matrice avec une ligne que j'appelle L. Voilà. Ça, c'est une ligne L. Et c'est une seule ligne. Ici, j'ai une matrice qui contient 3 lignes, 3 colonnes. Et ici, j'ai une matrice qui contient une ligne et 3 colonnes. Donc, quand je vais faire ce produit matriciel, je vais faire ce qu'on appelle des produits scalaires. Donc, c'est quoi un produit scalaire? C'est que je vais le noter ici. Je vais mettre ici entre crochets le résultat que j'obtiens. Voilà. Je vais obtenir le premier élément de cette matrice qui est ici, celui-là, il est égal au produit scalaire de la colonne 1 avec la ligne L. Donc, je le note ici. Colonne 1, ligne L. Ce deuxième élément ici correspond au produit scalaire de quoi? Avec quoi? Qui me répond? C2 et L. Exactement, C2 et L. Et enfin, le troisième élément ici, il correspond à quoi? C3 et L. Voilà, C3 et L. Produit scalaire. Maintenant, ça veut dire quoi un produit scalaire? Un produit scalaire, par exemple, si je veux calculer le premier là, C1 et L, ben, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que je vais prendre cet élément-ci, je vais le multiplier avec celui-ci, et je vais lui rajouter la multiplication de celui-ci avec celui-ci, et je vais lui rajouter la multiplication de celui-ci avec celui-ci. C'est clair? Oui. Pour tout le monde? Oui. Très bien. Alors maintenant, vous m'appliquez ça à ça. Vous voyez bien que quand je vais prendre cette colonne-ci et je vais faire le produit scalaire avec le transposé ici de H0, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à moins F indice 1 en X0. Ça va être égal à cette équation que vous avez ici. Est-ce que tout le monde comprend ça? Oui. Si maintenant je fais le produit scalaire de cette deuxième colonne avec le transposé de H0 qui est un vecteur ligne, je vais obtenir cette deuxième équation. Et enfin, si je fais le produit scalaire de cette troisième colonne avec ce vecteur ligne, je vais obtenir cette troisième équation. Donc, ça veut dire que ces trois équations, je les regroupe sous forme d'une écriture matricielle. Voilà. Alors, si vous ne comprenez pas, dites-moi qu'est-ce que vous ne comprenez pas. Ouais, ça va. Je pense que ça va. C'est bon? Voilà. Donc, oui, je vous écoute. En fait, j'ai pas compris c'était quoi la matrice en H0 en fait. Est-ce que j'ai pas compris? Le H0, c'est le déplacement qu'on va rajouter à X0 pour obtenir une solution qui est plus précise que celle de X0. Ah oui, ok, oui, c'est bon en fait. Oui, pardon. Ok, j'ai compris, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Alors, si c'est bon, c'est bien.
Donc, du coup, je me retrouve ici avec transposé de H0. Quand je dis transposé, est-ce que le mot transposé, il est clair dans votre tête ou pas? Oui. Oui. Bon, très bien. Alors, transposé de H0 que multiplie cette matrice, c'est égal à cette matrice. Parce que ça aussi, c'est une matrice. Mais c'est tout simplement une matrice avec une seule ligne. D'accord? Donc, quand j'ai ça, comment après je peux trouver, parce que c'est H0 que je recherche, comment je vais pouvoir le trouver quand j'ai cette écriture qui est ici? Donc, on va appeler ça, donc celui-là, je vais le réécrire ici. Transposé de H0. Voilà. Check. Transposé de H0 que multiplie une matrice M. Donc ça, c'est ma, voilà, j'appelle ça la matrice M égale à ce vecteur-ci, vecteur ligne, moins F indice 1 en x0, qui est sa première composante. La deuxième composante, c'est F indice 2 x0. Voilà. Et enfin, la troisième composante, qui est F indice 3 en x0. Voilà. Alors, comment maintenant? Voilà. J'ai transposé de H0 que multiplie une matrice M, c'est égal à moins ce vecteur-ci à 3 composants. Comment je peux dégager de cette équation mon inconnu qui est ici? Qu'est-ce que je dois faire? Je vous écoute. La transposée de la transposée. Alors, je peux faire la transposée de la transposée. Je peux aussi faire, je peux à la limite rester avec la transposée de H0. D'accord? Parce que je calcule H0 ou que je calcule sa transposée, ben c'est pareil. Qu'est-ce que je peux faire ici directement comme calcul pour pouvoir dégager transposée de H0? Pas H0, transposée de H0. Multiplié par l'inverse de M. Voilà. Qu'est-ce que je vais multiplier par l'inverse de M? M moins 1. Donc, ça à droite. Voilà. Donc, je vais multiplier à droite des deux côtés. Je vais multiplier par M moins 1. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Oui. Bon. Alors, on va prendre ici. Donc, je vais multiplier ici par M moins 1. Ça veut dire que je dois aussi multiplier ici par M moins 1. M que multiplie M moins 1. Ça vaut quoi? Identique. Voilà. Et la transposée de H0 que multiplie l'identité, ça me redonne. Voilà, transposée de H0. Donc ça veut dire que ici, je vais tout simplement avoir transposé de H0 qui va être égal à toute cette quantité, alors que je vais entourer ici en bleu. Voilà. Hop. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que j'ai pu trouver mon vecteur déplacement transposé de H0. Donc, qu'est-ce que je vais avec ce transposé de H0? D'abord, quand je vais le calculer, là, dans l'exemple du cours que je suis en train de voir avec vous, il aura combien de composants? Combien de composantes il va avoir?
3 fois 3. 3 fois 3. Mais pourquoi est-ce qu'il... 3. Quoi? Combien? 3. 3 quoi? Il aura combien? Alors dites-moi, ce CH0 là, quand on a fait ce calcul, il aura combien de lignes et combien de colonnes? 3, 3. Faux. Une ligne et 3 colonnes. Exactement. Il aura une ligne et 3 colonnes. Donc, il y aura un résultat, une composante, une deuxième et une troisième. Voilà. Maintenant, quand je l'ai calculé à lui, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est, je suis parti de x0. Et comme x0 n'est pas très précis, j'ai dû lui rajouter une quantité h0 pour avoir quelque chose d'un peu plus précis que j'appelle x indice 1. Donc, vous voyez bien que ce x0, lui, c'est un vecteur qui est colonne. Et je ne peux pas lui additionner, et je ne peux lui additionner qu'un vecteur qui est colonne. Or, celui que j'ai obtenu ici, il est ligne. Comment je fais pour le rendre colonne? Le transposer. Exactement. Je vais tout simplement le transposer. Et une fois que je l'ai transposé, je vais obtenir h0 et je vais le rajouter à x0. Et je vais obtenir x indice 1. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce x indice 1? Ben, ce x indice 1, je vais, à partir de ce vecteur x indice 1, je vais calculer un nouveau déplacement h1 pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir générer un vecteur grand X indice 2. Et à partir de ce grand X indice 2, je vais générer H2 et je vais pouvoir ensuite générer X3, etc. Vous voyez bien que au fur et à mesure que je vais calculer les solutions de mon problème, je vais petit à petit converger vers la solution optimale de mon système. Donc, si maintenant je regarde le cours, le corrigé de l'exercice, et où l'exercice? On ne sait même plus où il est maintenant l'exercice. Ouais, voilà. Donc, maintenant, si on reprend notre exercice, voilà, notre exercice, on a mis en équation, on a deux fonctions ici. Donc, on a un système à 2 dimensions. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ce système à 2 dimensions? Ben, quand on regarde, voilà, on a donc un système de 2 équations avec 2 inconnus, un système non linéaire. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer exactement ce qu'on vient de voir en cours, c'est-à-dire que je vais partir d'un x0 qui est un point de départ, d'accord? Ce point de départ-là que vous avez ici, 1 et 1, vous comprenez bien que c'est une approximation de ma solution, puisque ce qui sépare le mur ici, ce n'est pas 1 plus 1. C'est quelque chose de plus précis que ça. Mais je vais démarrer avec quelque chose de grossier. Voilà, 1, 1. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais calculer mon déplacement H0. Comment je vais le calculer? Comme on vient de le voir en cours. Je vais avoir ici moins ma fonction f évaluant x0, gx0. Voilà, j'ai un vecteur ligne que multiplie l'inverse d'une matrice qui est, elle, constituée de quoi? Ben, les vecteurs gradients.
gradient de f en x0, gradient de g en x0. Et je vais donc trouver ce vecteur déplacement. Mais vous voyez que ce vecteur déplacement, avant de l'additionner à x0 pour obtenir x indice 1, je le prends en format colonne. Ça, c'est transposé de H0. Ça veut dire que H0, c'est égal, ici, H0, c'est égal à 0,75 et 2,5 disposés en colonne. Monsieur, vous pouvez regarder les messages. Oui, bien sûr. Alors, selon la propriété fondamentale qui régit la multiplication de deux matrices n'est pas respectée. Il faut revoir les calculs. La propriété fondamentale qui régit la multiplication de deux matrices n'est pas respectée. Pouvons-nous revoir les calculs? Oui, avec plaisir, monsieur. Quel calcul voulez-vous qu'on revoie? Celui-ci? Je vous écoute. Fabrice, active ton micro. Comment? Qu'est-ce que vous voulez qu'on revoie dans le calcul matriciel? Dites-moi. Il dit qu'il a un problème de micro, mais il l'a mis en commentaire. J'ai un problème de micro. Celui de transposé de H0. Alors, il ne comprend pas comment on a calculé le transposé de H0. Ben, on l'a détaillé là, dans le cours. Le transposé de H0. Là, on a ces trois équations qu'on a écrites sous cette forme matricielle. D'accord? Est-ce qu'avec ça, vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Comment on est passé des équations à l'écriture matricielle? Non, le nombre de colonnes de la deuxième matrice doit être égal au nombre de lignes de la première. C'est pas ça. C'est le nombre de lignes de la deuxième matrice. Le nombre de lignes de la deuxième matrice doit être égal au nombre de colonnes de la première. C'est ça qui régit un produit. Alors, je vais vous donner un exemple. Ici. Voilà. Imaginons qu'ici, j'ai un vecteur ligne qui vaut 1, 2 et 3. Voilà. Et que je multiplie ça par une matrice qui vaut 1, 1 et 2. Et ici, 1, 0, 0. Et ici, 2, 1 et 1. Donc ça, c'est égal à quoi? D'abord, je vérifie que le produit est possible. Il est possible, pourquoi? Parce que le nombre de lignes de la deuxième matrice, il est égal au nombre de colonnes de la première. C'est-à-dire que je peux faire des produits scalaires. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par cette première colonne et je vais faire le produit scalaire avec cette ligne. Donc je vais obtenir quoi? 1 fois 1, 1, plus 2 fois 1, qui est égal à 2, ça fait 3, plus 6, ça fait 9. Je vais ensuite faire le produit scalaire de cette deuxième colonne. 1 fois 1, 1, plus 0, plus 0. Donc ça fait 1. Et enfin, avec cette troisième colonne,
2 fois 1, 2, plus 2 fois 1, 2, ça fait 4, plus 3 fois 1, ça fait 7. Voilà. Donc, pour pouvoir faire le produit de deux matrices, A et B. Monsieur, il a dit que selon lui, ce produit est impossible. Alors, si selon lui, ce produit est impossible, je le rassure, ce produit est tout à fait possible. Puisque je viens de lui faire là, devant lui. Et d'ailleurs, s'il n'en est pas convaincu, il suffit juste qu'il le fasse aussi avec MATLAB. Et d'ailleurs, je vais lui faire avec MATLAB, et il verra qu'il est tout à fait possible. Est-ce qu'il arrive à voir mon écran? Oui, oui, il arrive à voir. Très bien. Alors, je vais lui montrer là même avec MATLAB que le produit est régi par ce que je viens de vous dire. Il faut que le nombre de lignes de la seconde matrice soit égal au nombre de colonnes de la première. Alors, on va prendre exactement l'exemple que j'ai pris ici. Donc, je vais appeler ça la matrice A. Donc, je vais dire A est égal, j'ouvre un crochet et ici je le ferme, et je vais mettre exactement ce que j'ai mis ici. 1, 2 et 3. Donc, 1, 2 et 3. Voilà, ça c'est mon vecteur ligne. Et je vais prendre aussi la matrice B. La matrice B égale, on va la définir exactement comme ce que j'ai écrit ici. C'est-à-dire, sur la première ligne, j'ai 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1 et 2. Sur la deuxième ligne, j'ai 1, 0, 1. 1, 0, 1. Et enfin, sur la troisième ligne, j'ai 2, 0, 1. 2, 0, 1. Voilà la matrice B. Et je vais donc maintenant faire A fois B. A fois B. Donc A fois B, je vais bien obtenir 9, 1 et 7. Voilà. OK, donc maintenant je continue le corriger. Donc le corriger, qu'est-ce que j'ai dit? Donc on va calculer H0. À partir de ce H0, ben, je vais calculer X indice 1 et je vais refaire le même procédé pour calculer H indice 1. Sauf que je vais réévaluer cette fois-ci ma matrice, que j'appelle ici la matrice jacobienne, et mon vecteur ligne qui est ici, je vais l'évaluer en X1, c'est-à-dire la dernière valeur que j'ai calculée. Je vais de nouveau pouvoir, en fin de compte, calculer un X2, si c'est un X2, voilà, etc., jusqu'à arriver à X7. Alors, pourquoi est-ce que je m'arrête à X7? Parce que j'ai tout simplement f de X7 qui est très, très proche de 0, puisqu'ici, j'ai 0,0003, et j'ai g de X7 qui est égal à 0,0006. Alors, bien entendu, comment est-ce que moi j'ai fait ces calculs? Bien entendu, je l'ai fait en utilisant l'algorithme que je vous ai présenté vendredi dernier.
Maintenant, si vous avez des questions sur ça, je suis prêt à vous répondre. Monsieur, Oui, je vous écoute. excusez-moi, vous vous êtes arrêté à... vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Non, non, en bas, en bas. Vous Ici. vous êtes arrêté à G de X, enfin F de X7 et à G de X7 parce que l'écart était égal à 0 arrivé là, c'est ça? Parce que tout simplement, effectivement, ici, je suis devenu très proche de 0. D'accord, ok. OK? Voilà, je suis devenu très proche de 0. Ça veut dire que j'ai résolu, puisqu'on va dire, qu'est-ce que je voulais? Je voulais trouver le X et le Y de telle sorte à obtenir quelque chose qui soit égal à 0 pour cette équation et qui soit égal à 0 pour cette équation. Donc, si on était parti à G de X8, G de X9, on aurait obtenu exactement G de X7. Si j'avais démarré avec quoi? Non, si je partais plus loin, si je partais à F de X8, G de X8, Bien, j'aurais obtenu... pas de souci, on va le faire en simulation. Si on continue à aller plus loin, on va trouver quelque chose qui va être en 10 moins 5, 10 moins 6, et qui va encore plus se rapprocher de 0. Du coup, quand est-ce qu'on doit savoir qu'on doit s'arrêter en fait? Voilà. Ça dépend, comme je vous l'ai dit, on va donner un critère d'erreur. On va dire qu'on va s'arrêter quand, par exemple, la norme entre le dernier vecteur que j'ai calculé, x de n plus 1, moins l'avant-dernier, c'est-à-dire, en fait, quand la distance qui sépare ces deux vecteurs, je vais m'arrêter quand la distance qui sépare ces deux derniers résultats est inférieure ou égale à un certain critère. Par exemple, 0,1 ou 0,01 ou un critère encore plus sévère, c'est-à-dire 10 moins 6. Ok, d'accord. Ok, voilà. Est-ce que vous avez pris le temps de faire la correspondance entre ce corrigé qui est là et bien entendu alors je le retrouve. Où est-ce qu'il est passé? Bon. Voilà. Et l'algorithme CISNL que nous avons vu vendredi ensemble. Voilà. Ou est-ce que vous avez besoin qu'on discute de ça? Ma question est la suivante, c'est est-ce que vous avez fait le rapprochement entre cet algorithme qui est ici et le corrigé qui est ici? Non. Est-ce que vous arrivez maintenant à faire ce rapprochement entre ce corrigé qui est là et l'algorithme que vous avez là? Oui, monsieur, moi, j'ai essayé de faire cette correspondance-là, mais Très bien, oui. Alors? au niveau de l'expression de H, oui. Est-ce que c'est pas M fois... En fait, on a mis l'inverse, quoi. Alors, bon, alors écoutez, déjà vous avez fait l'effort d'essayer de comprendre. Donc, moi, de mon côté, je vais essayer de vous réexpliquer, d'accord? On va revoir la correspondance entre ça et ce que nous avons vu ici. Voilà. Je pense que ça, c'est intéressant. Moi, si vous faites des efforts de votre côté, je suis prêt à en faire du mien.
Si vous me dites, voilà, monsieur, j'ai essayé de comprendre, après j'ai eu un petit peu de mal, je veux bien. Mais pour celles et ceux qui ne font pas l'effort, là, je ne suis pas d'accord. Ok, très bien. Maintenant, avec notre camarade, vous êtes qui, vous êtes monsieur qui? Lambert. Ok. Avec notre camarade maintenant, on va faire la correspondance entre ce qui est mathématique ici et ce qui est algorithmique ici. D'accord? Très bien. Alors, donc vous voyez que déjà, quand je commence mon algorithme, j'évalue ma fonction f et g au point grand X indice 0. Ça, vous êtes d'accord? Alors, comment je le vois dans l'algorithme? Ben, je vois bien que quand on rentre dans cette fonction, la première des choses que l'on fait, c'est qu'on prend ce vecteur grand X0 et on le sauvegarde dans la première colonne de ce tableau ici qui s'appelle grand X. Donc, je vais vous faire un schéma pour que vous compreniez. Hop. Donc, en fait, on a un tableau ici qui s'appelle grand X. Ce tableau, il contient 2 lignes et plusieurs colonnes. Je vais le dessiner ici. Donc, 1 colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes, etc. Et il a 2 lignes. Monsieur? Oui? Comment il sait MATLAB que c'est un tableau X? Alors, il le sait parce que tout simplement, quand il commence à l'interpréter les instructions qu'il y a ici, il voit que ici, entre parenthèses, on lui a mis 1,1, ça veut dire première ligne, première colonne. Et ici, il a vu comme quand on lui a mis 2,1, c'est-à-dire deuxième ligne, première colonne. Donc, il comprend que grand X, c'est un tableau qui a 2 lignes et qui a au moins une colonne. D'accord, merci. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, lui, dans ce tableau X? La première fois qu'il va rentrer dans la fonction, il va stocker là-dedans les valeurs de X0. D'accord? Donc, il va mettre 1 ici et il va mettre 1 ici. OK? Et donc, ici, c'est la colonne numéro 1. Donc, il a rempli la colonne numéro 1 de ce tableau. Plus tard, quand il va continuer à faire ses calculs, il va remplir la colonne 3, la colonne 2, 3, 4, etc., etc. OK? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il remplit la première colonne ici. Après, il rentre dans une boucle while, tant que. Qu'est-ce qu'il fait dans cette boucle tant que? Sachant qu'au départ, il a initialisé ici I égale à 1. Comment? Oui, pardon? Juste sur le tableau X, vous avez dit qu'il avait au moins une colonne. Exactement. Et comment on sait que le tableau X, il a pas, il a 2 lignes, mais il pourrait avoir plus de 2 lignes? C'est ça que je veux dire. Comment il sait que là, il a 2 lignes et que c'est défini comme ça? Parce que pour l'instant, comme il voit que l'index de ligne n'excède pas 2, alors il le laisse dimensionner à 2. Si plus tard, il a un index qui dépasse 2, ben, il va redimensionner le tableau à cet index-là. D'accord. C'est clair? Très bien. Oui, c'est bon, merci. De rien. Donc là, vous voyez que la première des choses que je vais faire ici, je vais évaluer fxy, c'est-à-dire ma fonction f sur ce point-là, et ma fonction g sur ce point-là, qui correspond en fin de compte à quoi? Ben, ça correspond au f de x0 et g de x0 que vous avez ici dans le corrigé. Je vais faire pareil avec g. Je vais évaluer g au point x0. Ici, j'ai évalué f au point x0. Et à partir de ces deux quantités, je vais constituer ce vecteur ligne que vous avez ici.
de celui que vous avez là. Oui, celui sur lequel je suis en train de passer avec ma souris, ça correspond à celui-ci. D'accord? Après, qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que j'évalue ma matrice que j'ai là. Ma matrice, c'est quoi? Ce sont des dérivées partielles. Donc, je vais prendre la dérivée partielle de f par rapport à x, la dérivée partielle de f par rapport à y. Je vais bien entendu l'évaluer au point x0 et je vais faire pareil avec les dérivées partielles de g. Je vais les évaluer en x0. Et à partir de ça, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais construire la matrice ici. Vous voyez cette matrice qui est ici? Dérivée partielle de f en x, dérivée partielle de g en x. C'est exactement ce que vous avez ici. C'est la première ligne de là. La deuxième ligne, qui est la dérivée partielle de f en y, et la dérivée partielle de g en y. C'est la deuxième ligne que vous avez là. Et monsieur? Attendez, je termine. Et une fois que j'ai construit ma matrice ici, je l'inverse. Vous voyez le inv qui est là. Je l'inverse. C'est-à-dire, je fais cette opération d'inversion que vous avez là. Et après, qu'est-ce que je fais? Ben après, je multiplie ce vecteur-là avec la matrice. C'est exactement ce que vous avez ici. Ça fois ça. Et j'obtiens en fin de compte quoi? Ben, j'obtiens mon vecteur déplacement h, ici. Mais vous voyez que ce h que j'obtiens, ici, c'est un vecteur ligne. D'accord? Puisque j'obtiens une première composante sur la ligne 1, colonne 1, et une deuxième composante sur la ligne 1, colonne 2. Et je rajoute ça à ce x qui est ici pour obtenir un nouvel x que je viens écrire ici. C'est ce qui explique le i plus 1 que vous avez là. I plus 1. Voilà. Et je boucle. C'est-à-dire que je vais travailler cette fois-ci avec ce vecteur-là pour remplir cette colonne-ci. Et rebelote, je vais refaire pareil. Jusqu'à ce que la norme entre les deux solutions successives devienne très proche de 0. Voilà. Je ne peux pas être plus clair que ça. Monsieur? Je vous écoute. MATLAB, il peut calculer des dérivées partielles. MATLAB, je vous montrerai ça tout à l'heure. Comment est-ce qu'on pourra utiliser MATLAB pour faire des dérivées, pour calculer les dérivées partielles. Mais quoi qu'il en soit, toutes les fonctions que vous avez ici, f, g, dfx, dfy, dgx, dgy, sont définies dans des fichiers. Ah, d'accord. Mais ça veut dire on n'a pas besoin de calculer les dérivées partielles à la main d'abord et de les rentrer. Si, Monsieur, normalement, on doit les calculer à la main et les rentrer, mais on peut lui demander à lui de les calculer à notre place, à nous. Au lieu de le faire nous à la main, c'est lui qui le fait. Je vous montrerai tout à l'heure comment. D'accord. Monsieur, une question, pourquoi il y a dans les je me rappelle quand vous avez fait vous avez calculé les dérivés, vous avez mis un pourcentage en fait, c'est ça que j'ai pas compris. Il y a un pourcentage Z, par exemple, vous pouvez revenir par exemple la dérivée partielle de f ou ici? Oui, voilà, le pourcentage Z en fait, c'est ça que je voulais Ça savoir. c'est parce que j'avais utilisé ça quand j'avais fait l'exercice 2. Vous vous souvenez, dans l'exercice 2, on avait aussi les dérivées partielles. Et quand maintenant je n'utilise plus cette équation-là, donc je l'ai mise en commentaire. Puisque maintenant j'utilise celle de l'exercice 4. Enfin, notre exercice là maintenant. D'accord? Ok, et pour la déclaration d'une fonction sur MATLAB, oui. Donc c'est bien function, on met notre paramètre est égal à la fonction dfx. En gros, la fonction dfx, c'est le nom de la fonction, c'est ça. Et ensuite, on met deux parenthèses et on met les arguments à l'intérieur. Voilà. Mais par exemple, dans Command Windows, moi, par exemple, quand je veux faire ma fonction, oui. Je mets le nom de ma fonction et je mets les arguments et après, ça me met un truc, ça me met error, je sais pas quoi. Là, par exemple, cette fonction-là que vous avez devant les yeux, d'accord?
Imaginons que je veux l'utiliser à partir de la commande, ici. Imaginons que je veux l'évaluer en 0, 1. Donc, je vais faire D, fx. Vous voyez ce que j'écris ou pas? Oui. 0,1. Et il va me donner le résultat. Il va me dire que ça vaut 4. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2 fois 1, enfin 2 fois 0, plus 2 fois 1, ça fait 2. Et enfin, il a fait y au carré, ça fait 1, plus 1, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4. Il m'a donné le résultat. Moi, je pense que j'avais pas mis le end à la fin, en fait. Ah c'est pour ça. D'accord? Monsieur? Oui, je vous écoute. Ça veut dire que le programme 6NL, il est pour tous les systèmes non linéaires. Le programme, il est pour tous les systèmes non linéaires, mais de quelle dimension? De 2 dimensions. Exactement. D'accord. Il faut qu'à chaque fois, je modifie quoi? La fonction f, g et les dérivés partiels. Moi, j'ai fait ça et je pense qu'il peut y avoir une erreur sur les fonctions. D'accord? Voilà. D'accord, merci. Bon, au moins, ça me fait plaisir. Je vois que vous commencez déjà un peu à comprendre ce qu'on fait. Monsieur, Oui, je vous écoute. est-ce que vous pouvez revenir sur comment calculer les dérivés partiels, s'il vous plaît? Pas de problème. Alors, comment, déjà, moi, je les ai calculés. Donc, on va reprendre déjà notre cours ici. Voilà, comment je les ai calculés. Donc, toutes les dérivées partielles que vous avez ici, ce sont des dérivées partielles qui sont exactes. C'est-à-dire que là, c'est des calculs que j'ai revus. Ils sont tout à fait justes. Et donc, la première question que je vous pose, c'est est-ce que vous les avez est-ce que vous les avez fait? Est-ce que vous avez trouvé les mêmes résultats? Non, moi, j'ai pas testé. D'accord. Mais est-ce que là, vous avez le corrigé là devant les yeux? Est-ce que vous avez la même chose? Oui, monsieur. Bon, très bien. Maintenant, c'est quoi la question de notre camarade? Celui qui vient de me dire est-ce qu'on peut voir les calculs. C'est quoi votre question, s'il vous plaît? En fait, j'ai oublié comment calculer, c'est tout, c'est ça. Ah, vous avez oublié comment on calcule une dérivée partielle. Ouais. Bon, alors, quand je calcule une dérivée partielle, je me focalise sur la variable qui m'intéresse et tout le reste est vu comme des constantes. Alors, prenons un exemple. Prenons un exemple d'une fonction f de xy qui serait égal à x au carré fois y plus y au cube. OK? Comment je calcule d de f par rapport à x? Dites-moi ce que ça vaut. Vous là, qui ne savez plus calculer. Ça vaut 2xy. Oui. Plus y au cube, c'est ça? Non, pas du tout. Plus 0, ouais, je suis con. Voilà, je dérive par rapport à x. Ouais. Donc, ça va me faire tout simplement ici. 2xy. Voilà, 2xy. OK. Si maintenant je dérive par rapport à y. X carré plus 3y au carré. Donc, si je dérive par rapport à y, je vais avoir effectivement x carré qui est vu comme une constante. Plus 3y carré. Voilà, plus 3y carré. Ouais, c'est bon, ça revient. C'est bon? Tout va mieux? Ouais, merci. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, à cette fonction f de xy, vous avez associé ce qu'on appelle un gradient.
c'est-à-dire ses dérivés partiels. Un vecteur dont les composantes sont ses dérivés partiels. Donc, monsieur, le gradient, c'est les dérivés partiels de la fonction. Exactement. D'accord. Exactement. Voilà. Alors, donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Bien entendu, on a calculé ces dérivés partiels. Alors, où on les a fait à la main et on les a rentrés dans le fichier. Excusez-moi, monsieur. Oui. Mais on a dit le gradient, c'est des dérivés partiels de la fonction. Mais Mhm. comment on choisit par rapport à x ou y? Par rapport à quel c'est-à-dire, c'est une dérivée partielle par rapport à. Là, on a calculé x et y. Quand je dis, voilà, j'ai une fonction f de xy et que je m'intéresse à son gradient, ça veut dire que je m'intéresse à un vecteur qui contient les dérivés partiels par rapport à chacune de ces variables. d de f sur d de x, qui est ici, et d de f sur d de y, qui est ici. Ok. Si j'avais f de x, y, z, il aurait fallu que je m'intéresse et que je m'intéresse au gradient. Ça veut dire que je m'intéresse à d de f sur d de x. J'aurais une colonne de 3 lignes, c'est ça? J'aurais exactement une colonne de 3 lignes. Voilà. D de f sur d de y et d de f sur d de z. Exactement. Ok. Merci. Voilà. Alors, il faut surtout pas hésiter à poser des questions et surtout ne pas vous dire ouais mais si je pose ma question, je sais pas si elle est pertinente, si elle est intéressante, on s'en fout. Vous posez votre question et le mieux c'est toujours d'éclaircir des choses. D'autant plus que là, chacun est dans son petit coin, donc voilà, il n'y a pas de questions idiotes. La seule chose qui peut être idiote, c'est d'avoir des questions et d'avoir honte de les poser. Après, quand je sais vous répondre, je vous réponds. Si je ne sais pas vous répondre, je vous dirai je ne sais pas. Quand par exemple votre camarade il a dit ce produit matriciel-là n'est pas possible, c'est bien, je vais laisser le temps de s'exprimer pour lui montrer qu'il est tout à fait possible et qu'en réalité, c'est lui qui n'a pas très bien compris la règle de multiplication matricielle. Mais il n'y a pas de mal. Il faut s'exprimer. C'est clair? Oui, monsieur. Oui, c'est clair, monsieur. Oui, je vous écoute, mademoiselle. Non, c'est clair. Ok. On fait un petit arrêt de quelques minutes et on reprend? Oui. Ok. Ok. Merci.